Nous sommes à Percé, un des hauts lieux du tourisme en Gaspésie. Ici, on vient du monde entier pour voir la curiosité géologique du coin qui est le fameux rocher percé. Mais on vient aussi pour se rendre sur l'île Bonaventure, un impressionnant sanctuaire pour les oiseaux marins qui viennent au beau jour dans le golfe du Saint-Laurent pour se nourrir et se reproduire. Et parmi ces oiseaux, il y en a un, il faut bien l'avouer, un peu fou, à la fois aussi à l'aise dans les airs que sous la mer, un singulier volatile qui concentre sur lui tous les regards des touristes, toutes les attentions des scientifiques. Rémi Plourde est un directeur heureux. Il est à la tête d'un parc national où se conjuguent ses passions pour la géologie, l'ornithologie et l'histoire. Salut, ça va bien? Il est 9 h, le premier bateau de la journée part de Percé pour l'île Bonaventure. Donc, tous les services rentrent en même temps là, pour la journée qui commence. C'est parti. À bord, on trouve les rangers du parc, quelques touristes matinaux et une équipe de scientifiques. On passe devant la cathédrale de pierre qui perd chaque année 300 tonnes de roches. À ce rythme, on dit que l'arche disparaîtra dans 4 siècles. Et puis, à 2 km au large, l'île Bonaventure dévoile enfin ses hautes falaises dans lesquelles nichent des milliers d'oiseaux. C'est pas pour rien qu'il y a 250 000 oiseaux marins dans ce parc-là. C'est entre autres parce qu'ils sont sur une île protégée, mais ici, chaque oiseau a sa niche écologique, sa nourriture préférée, sa technique de pêche différente, une période de reproduction aussi qui va être différente pour certains oiseaux. On ne peut pas dormir sur Bonaventure, seulement y passer la journée. Alors ces premiers visiteurs de la matinée sont impatients de rencontrer l'habitant vedette de l'île. Un des rares qui a le droit d'y passer la nuit. À peine arrivé sur le site de la colonie, une impressionnante clameur vous saisit. Ils sont 120 000. 120 000 fous de bassin, sans compter les poussins, qui en ce début d'été sont âgés de quelques semaines à peine. Depuis de nombreuses années, Magella Guillemette, professeur d'ornithologie à l'université de Rimouski, suit avec ses étudiants cette colonie, considérée comme l'une des plus importantes au monde. Il y a 6 colonies de fous de bassin dans l'Atlantique Ouest, 2 au Québec et 4 à Terre-Neuve. C'est des oiseaux très gracieux dans le vol, mais ils sont extrêmement robustes pour plonger du haut des airs et puis d'arriver sur leur nid. Alors, c'est les 2 qualités à la fois qui m'impressionnent le plus, je pense. Pour les scientifiques, l'île Bonaventure est un site idéal, facile d'accès, où l'on peut étudier les comportements des oiseaux au plus près. On va capturer celui qui est ici, du coup. En fait, le fou de bassin a une période de reproduction qui est extrêmement longue comparée aux autres espèces d'oiseaux marins. Ils pondent un seul œuf et la période d'incubation est de 44 jours. Les 2 parents auront ensuite 3 mois pour nourrir leurs poussins. Suffisamment pour qu'ils puissent, à son tour au mois de septembre, prendre son envol vers les aires d'hivernage plus au sud.
Il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce-là, donc les mâles et femelles sont identiques, tant au point de vue de la coloration, de la morphologie et du poids. Alors, c'est difficile de les distinguer. Évidemment, les deux ici participent au nourrissage des poussins et à l'incubation. Donc, les deux parents sont importants dans la reproduction chez cette espèce-là. Mais là, on n'a qu'un seul parent qui garde le Oui, poussin. l'autre parent est parti à la pêche. Pour étudier le fou, il faut aussi le pêcher, en quelque sorte. L'objectif aujourd'hui est de mieux connaître ses déplacements sur ces zones de pêche. Pendant qu'on s'occupe du parent, le juvénile doit être protégé de la curiosité agressive des autres oiseaux. Magella en profite pour installer un GPS sur la queue de l'animal. Alors, on va laisser le GPS comme ça pour une dizaine de jours. Ça ne va pas le gêner dans son vol ou dans ses activités de plongeon. En termes de poids, l'effet est minime. Où l'effet peut être plus important, c'est sur le plan aérodynamique, c'est-à-dire la résistance. Mais la position sur la queue, comme ça, minimise la résistance de l'appareil. Tu veux prendre l'envergure, c'est ça? Il faut poser l'aile de façon rectiligne. Oui, sans trop le brusquer. Les oiseaux qui font quelle envergure? Celui-là faisait 96 cm de demi-envergure. Du coup, ça fait presque 2 mètres d'envergure. Et voilà, chez soi. Quand il lève la tête au ciel comme hypnotisé, c'est un signe. Le fou rêve de voyages au long cours, de pêche miraculeuse au bout de ses grandes ailes. C'est l'heure du départ. Pour trouver sa nourriture, le fou de bassan peut parcourir des centaines de kilomètres et plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur à plus de 100 km/h. Autant dire un plongeon de folie qui lui a sans doute valu son surnom aujourd'hui. Rimouski, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. C'est dans cet ancien séminaire, devenu université, que les résultats des données GPS sont analysés. Nous y retrouvons David Pelletier, un professeur de biologie qui, avec Magella Guillemette, conduit depuis 3 ans ce projet d'équiper de balises les fous de l'île Bonaventure. Et les résultats sont surprenants. Ce qui avait été observé dans le passé, c'était que les fous de bassin allaient se nourrir dans un rayon de 200 km autour de l'île Bonaventure. Mais ce qui était étonnant cette année-là, pendant laquelle on déployait des GPS, c'était qu'on observait là, tout d'un coup vraiment des déplacements assez importants, très, très importants, là, du double là, de ce qu'on avait observé dans le passé. Bon, ici, ce voyage-là, il a fait autour de 1300-1400 km là, en 3 jours environ. Là. Tout ça dans le simple but d'aller chercher des poissons pour nourrir ces petits. Parce que nous, on suit les individus pendant la période de nourrissage des poussins. Ces résultats ont intrigué les scientifiques. Le fou de bassan a besoin de poissons gras pour gaver d'énergie son poussin. Mais il semble avoir de plus en plus de mal à le trouver. Difficile de demander à un oiseau ce qu'il a pris pour le déjeuner. Alors l'avantage de le capturer au collet, c'est que parfois le stress subi par l'animal peut le faire régurgiter. En fait, on regarde l'importance relative des différents types de proies, puis lorsqu'on compare les années entre elles, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un changement dans le régime alimentaire. Là, ce qu'on voit, c'est du lançon, une tête de lançon. Donc ça fait partie des proies habituelles du fou de bassan? Non, justement, c'est une nouvelle proie depuis une couple d'années. Justement, cette espèce-là est en train de prendre une place prépondérante dans le régime alimentaire de ces oiseaux-là. Parce que le régime alimentaire traditionnel du fou de bassin est basé surtout sur le hareng et le maquereau bleu. À chaque fin de journée, de retour à Percé, les étudiants de Magella doivent analyser toutes ces régurgitations.
Alors, c'est un seul maquereau ici. À vue de nez, 200 grammes. Mais où sont passés les maquereaux que les fous de bassin vont désormais chercher si loin? Les biologistes pointent aujourd'hui du doigt le réchauffement climatique qui ferait migrer les poissons vers des eaux plus froides au nord du golfe Saint-Laurent. Mais ils dénoncent aussi la surpêche de l'espèce. Tiens, surpêche. Un mot que Rémi Plourde ne connaît que trop bien. Car ce coin de Gaspésie a toujours attiré les pêcheurs, bien avant que l'explorateur Jacques Cartier n'y passe lui-même au début du XVIe siècle. À l'époque, les oiseaux n'intéressaient personne. C'est un poisson qui rendait tout le monde fou, la morue. Cartier arrive, puis il prend possession, mais il ouvre surtout une grande période. De 1534 jusqu'à 1760, c'est toute la période des morutiers français qui vont de loin privilégier Percé. On disait que les conditions maritimes gaspésiennes faisaient en sorte que la morue ici goûtait meilleure que celle produite à Terre-Neuve ou au Nouveau-Brunswick. Elle était très prisée. Imagine, il y a à peu près 200 hommes qui travaillent pendant toute la journée à s'affairer entre des pêcheurs qui vont sur l'eau depuis 3 heures le matin pour pêcher, qui vont ramener 5 à 600 morues. Et les gens de terre, ce qu'on appelle les gens de terre, ce sont ceux qui vont transformer la morue. Les hommes vont se passer les morues d'opération en opération entre un piqueur, un décolleur, un trancheur, un saleur, un laveur. Tout ça pour en arriver à faire un produit qui s'appelle la Gaspé-Cure. Depuis, la morue a disparu, éliminée par la folie prédatrice des hommes. La région garde un cuisant souvenir du désastre économique et humain qui a suivi l'arrêt de la pêche dans les années 90. Vous aurez de la peine, des tracas, beaucoup de soucis. Alors une catastrophe suffit. Il ne faudrait pas que la disparition du maquereau entraîne un jour à long terme la disparition des fous de l'île Bonaventure. Les oiseaux vont-ils s'adapter à cette situation en changeant de régime alimentaire? Ou la colonie se déplacera-t-elle plus au nord, là où les eaux semblent plus riches en maquereaux? Spécifique, si on veut, les endroits où il y a le plus de poissons. Dans le parc, des naturalistes donnent plusieurs fois par jour des conférences au public. Mais certains visiteurs viennent ici si souvent qu'ils n'en ont plus besoin, comme France Birch, passionné par ces fous et leur comportement. Oh, beau, ça c'est joli. Oh ouais. J'aime bien la souche de bois avec l'oiseau dedans, là. C'est joli, ça. Pour montrer qu'ils sont chez eux, il faut qu'ils arrivent, puis il faut une révérence après. La révérence, ça leur montre que je me tranquillise, je suis bien dans mon nid. Tout est question de territoire avec ces oiseaux. France a remarqué depuis plusieurs années une mortalité importante chez les jeunes fous. Une désolation qu'elle a pu saisir avec son appareil photo. Sur le terrain, Magella a déjà constaté ce phénomène. Avec son collègue de Rimouski, David Pelletier, ils ont pu, grâce à leur GPS, installé sur les fous de bassin, comprendre l'origine de cette hécatombe chez les juvéniles. Chez cette espèce-là, les 2 parents vont couver ou protéger en alternance le poussin. Donc, s'il y a un des parents qui part très longtemps, l'autre parent, lui, il ne peut pas rester à jeun pendant une très longue période de temps. Ça fait qu'il va privilégier sa propre survie aussi. Puis, à un moment donné, bien, il n'y aura pas le choix, il va falloir qu'il parte aussi. Abandonné par ses parents, le jeune fou a effectivement peu de chances de rester en vie, que ce soit par manque de nourriture ou pour supporter les épisodes de canicule et les intempéries. Mais le grand danger, c'est surtout l'agressivité de ses voisins. C'est des oiseaux extrêmement territoriaux. Même pour nous, lorsque des fois il faut pénétrer dans la colonie pour nos travaux, on se sent pas bien parce qu'on sait qu'on peut recevoir des coups de bec de ces oiseaux-là. Alors ces oiseaux-là sont prêts à tuer le poussin qui ne leur appartient pas pour mettre la main sur le territoire. S'il n'y a pas pour l'instant de menace à court terme sur la colonie, Rémi Plourde, le directeur du parc, préfère rester vigilant. C'est pour cela qu'il ouvre ses portes aux scientifiques du monde entier. Mais il compte aussi sur tous ses passionnés, comme France.
des oiseaux très beaux, qui ont 2 mètres d'envergure, qui ont des yeux bleus magnifiques, qui ont tout un rituel. Et je suis pleine d'admiration devant ces oiseaux qui sont si gracieux, mais aussi qui peuvent être très durs. Quand vous arrivez à la colonie de Fou-de-Bassan, c'est un endroit exceptionnel. Vous êtes ému, et quand vous êtes ému, notre rôle, c'est de rentrer en jeu, c'est de vous amener à comprendre, à décoder ce que vous voyez, faire en sorte que vous sortiez de là un peu plus sensibilisé par rapport au milieu naturel. Avec plus de 60 000 visiteurs par an qui sont autant d'admirateurs et d'ambassadeurs, sur l'île Bonaventure, les fous sont bien gardés.